Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouveau numéro du Furuna Talk. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Emery Jacquilla, PDG de la CAMIF Matelsom, et nous allons parler entreprise à mission. La raison en est toute simple, GEM a fait adopter ce statut un petit peu particulier. La CAMIF est l'un des pionniers en la matière. Emery a une expertise dans le domaine puisqu'il est également président de la communauté des entreprises à mission. Et puis, il a été très, très souvent interrogé sur ce statut. Donc, Emery, bonjour. Merci d'avoir accepté cet échange. En préparant cet entretien, et si mes informations sont bonnes, j'ai vu que vous aviez fait toute votre carrière à la CAMIF. Alors, ça, c'est un nombre d'années important que je ne citerai pas, bien évidemment, mais c'est un petit peu atypique dans ce monde où on a souvent coutume de dire qu'on change régulièrement d'entreprise. Et donc, qu'est-ce qui vous motive chaque jour et à poursuivre et à continuer au sein de la même entreprise? L'histoire est très simple. Je suis entrepreneur et j'ai créé mon entreprise à 23 ans qui s'appelle Matelsom, qui a commencé à vendre de la literie par Internet dès 95. Et en 2009, j'ai repris CAMIF, qui était une coopérative, la coopérative des adhérents aux mutuelles des instituteurs de France, c'est ça que ça voulait dire la CAMIF, pour en faire un pionnier de la consommation responsable, de la production locale, du Made in France dans l'équipement de la maison et on l'a relancé sur Internet comme ça. Et on a fait ce chemin d'entreprise à mission assez tôt, dès 2013, pour redonner du sens. Donc, ce qui me motive, c'est que je trouve énormément de sens à ce que je fais chaque jour, parce que CAMIF participe à développer un modèle d'entreprise engagé pour des enjeux de société, la consommation responsable en ce qui nous concerne, l'emploi local avec le Made in France. Et ça, je trouve que c'est passionnant, ça redonne du sens à l'entreprise. Merci. Alors, toujours là, en préparant cet entretien, dans les mots-clés qui reviennent vous concernant, vous en avez déjà cité quelques-uns, le sens pionnier, engagé. Il y a également innovant, audacieux, entrepreneur, et puis un credo. Il croit en l'entreprise comme puissant levier de transformation de la société. Alors pourquoi? Puis est-ce que c'est pas un petit peu naïf et bisounours dans ce monde de guerre économique, d'intelligence économique, de guerre commerciale? L'entreprise est le plus puissant levier de transformation de la société qu'on ait à disposition. Regardez les innovations majeures au 19e siècle, au 20e siècle, au 21e siècle, elles ont toujours été apportées par des entreprises qui ont innové. Voilà, le train, le téléphone, l'Internet, ce n'est pas les États qui ont créé ces innovations, c'est bien des entrepreneurs et des entreprises. Donc l'entreprise a toujours façonné le monde. Aujourd'hui, elle est face à un défi, et le monde est face à un défi, qui sont des défis sociaux et environnementaux majeurs, uniques dans l'histoire de l'humanité, et il faut activer donc l'entreprise pour adresser ces défis-là. Et la bonne nouvelle, c'est que on constate de plus en plus, et c'est une bonne nouvelle, que les entreprises les plus engagées, celles qui se rendent véritablement utiles pour la société, sont également aujourd'hui les entreprises les plus performantes. Donc, à partir du moment où l'entreprise prend conscience de ça, à partir du moment où elle se dote d'une mission qui clarifie ce sur quoi elle souhaite contribuer, ce sur quoi elle souhaite avoir de l'impact dans la société, alors ça devient effectivement un outil puissant de transformation parce que l'entreprise est ancrée avec ses parties prenantes, elle embarque des clients, elle embarque un territoire, des collaborateurs, bien entendu, des fournisseurs. Et c'est cette puissance-là qu'il faut aujourd'hui mettre et que les citoyens, les consommateurs, nos propres collaborateurs souhaitent d'ailleurs et ont un niveau d'exigence croissant vis-à-vis de l'engagement des entreprises. Le cas de Danone, c'est un contre-exemple, ça fait partie de la vie et ça permet d'apprendre et d'évoluer. C'est une remise en cause un petit peu de cette réflexion. Le cas Danone, c'est un très très bon exemple de la résilience de la mission, au-delà d'un changement de dirigeant. Emmanuel Faber a porté le sujet de la société Ma Mission. Il l'a quand même fait voter à 99,4% par des actionnaires d'une boîte cotée, ce qui n'était quand même pas simple. On peut lui reconnaître au moins ça. Et il y a eu une crise de gouvernance comme dans beaucoup d'entreprises, un désalignement entre le conseil d'administration et son dirigeant, ça arrive. Mais ce qu'on a constaté d'ailleurs très vite, Gilles Schnepp, ce qui a remplacé un peu Emmanuel Faber tout de suite, a envoyé une lettre à tous ses collaborateurs du groupe Danone, mais également à
tous les actionnaires pour dire son attachement à la mission. Donc, le cas Danone, il montre que voilà, on peut changer de dirigeant, demain on peut changer même d'actionnaire. Par contre, la mission de l'entreprise, elle est vraiment ancrée dans la durée et on verra, ce cas Danone, il va être très intéressant à observer et on le regarde avec intérêt à la communauté des entreprises à mission. Ça redonne du temps long, la mission. Donc, on verra dans 2-3 ans si oui ou non la société à mission, qualité qu'a adopté la société Danone en 2020, aura vraiment contribué à changer, à transformer le modèle pour le rendre plus vertueux sur les objectifs que Danone s'est fixé. Donc, laissons un peu de temps au temps. Et je crois que le cas Danone, il y a eu beaucoup de détracteurs de l'engagement de l'entreprise et de l'entreprise engagée ou de l'entreprise à mission qui sont tombés à bras raccourcis sur le cas Danone pour montrer que c'était la faillite de la société à mission. En fait, c'est tout l'inverse. Et on constate d'ailleurs au sein de la communauté, on a lancé un observatoire des sociétés à mission, que l'affaire Danone n'a pas refroidi les élans et les dynamiques engagées dans des grands groupes. Au contraire, probablement, ça a donné de la visibilité et surtout, je crois que la crise qu'on connaît, la crise de la Covid, là aussi, on aurait pu craindre que ça mette un peu en pause un certain nombre de démarches. Il n'en est rien. Il y a une dynamique qui est très forte. On est passé de 88 sociétés à mission fin 2020 à 166 aujourd'hui, à l'heure où je vous parle. D'accord. Alors avant d'aborder ce statut d'entreprise à mission par rapport à l'engagement et à l'impact et le rôle de l'entreprise, comment nous, Business School, on doit l'enseigner à nos élèves? Et déjà, est-ce que ça s'enseigne? Parce que c'est une grande responsabilité que d'enseigner l'entreprise de demain dès aujourd'hui. Ce qui me nave, c'est que parfois les écoles en continuent d'enseigner le modèle du XXe siècle aux étudiants d'aujourd'hui. C'est un problème. Donc, il y a une grande responsabilité pour l'ensemble du monde académique que de se saisir de ces innovations qui sont aujourd'hui dans le droit français. La loi Pacte, c'est une loi très innovante. Elle permet de structurer, de donner un cadre structurant aux dirigeants qui veulent rendre leur entreprise contributive. Elle permet de réconcilier impact et performance, enjeux sociaux, environnementaux et performance financière. Et ça, aujourd'hui, ça doit s'enseigner. Et évidemment que ça peut s'enseigner parce qu'il y a des cas d'école et Camif en est probablement un parce que vous l'avez dit tout à l'heure, on a démarré ce chemin très tôt et on a pu voir à quel point la société à mission a été un levier d'engagement pour les collaborateurs, pour redonner du sens, clarifier le projet de l'entreprise, pour aller chercher des nouveaux clients. Ça a été un levier de transformation de notre modèle. Grâce aux objectifs de mission qu'on s'est fixés, ça nous a permis d'accélérer sur un changement de métier qu'on a opéré en passant d'un distributeur à un métier d'éditeur où on développe nos propres collections, nos propres gammes de produits innovantes sur le caractère éco-conception et local. Et ça se traduit par un levier de performance. L'année dernière, Camif fait 44% de croissance dans un contexte qui n'était pas facile. Donc, tout ça montre que oui, aujourd'hui, il y a des cas d'entreprises qui se saisissent de ce modèle-là, qui doit être enseigné parce que c'est le modèle du 21e siècle, tout simplement. Et le message que vous feriez passer aux étudiants? Alors, mon premier message, c'est rejoignez des entreprises qui font sens pour vous. Ne perdez pas votre temps et votre énergie dans les entreprises qui ne contribuent pas à créer le monde que vous avez envie de changer. Et si vous ne trouvez pas l'entreprise qu'il faut, montez là parce que moi, je fais un appel à l'entrepreneuriat. Je pense qu'on vit une période de crise majeure. Je ne parle pas de la Covid, je parle d'une crise environnementale et des défis du climat, de la biodiversité et des inégalités sociales croissantes qui nous obligent aujourd'hui à revoir nos modèles, à revoir notre économie pour développer une économie plus locale, plus circulaire, plus inclusive. Et c'est un temps c'est le temps de l'entrepreneur. C'est le moment pour de nombreux jeunes de pouvoir, et aujourd'hui c'est de plus en plus facile et accessible. Moi, quand je suis sorti de mon école, c'était HEC en 95, il y avait personne qui montait sa boîte à la sortie de l'école. Aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui est accessible. Et voilà, je pense qu'il faut se saisir de toutes ces opportunités pour y aller. Voilà. Et si on revient à cette notion de société à mission et de la loi Pacte, c'est une spécificité française ou est-ce qu'il y a d'autres équivalents dans le monde? Alors, il n'y a aucun équivalent dans le monde. C'est une vraie innovation.
Oui, il y a des statuts existants dans les benefits aux États-Unis, par exemple les Benefit Corporation ou les Special Purpose Corporation, en Italie les Società Benefit, etc. Mais aucune loi n'a été aussi loin dans la possibilité qui est offerte aujourd'hui aux dirigeants de à la fois réfléchir à leur raison d'être, pourquoi l'entreprise a été créée et à quoi elle veut contribuer, mais décliner ça de manière très opérationnelle, très concrète, avec des objectifs de mission qui sont singuliers à chaque entreprise. Et la particularité de la loi Pacte et de la société à mission, c'est une qualité, hein, ce n'est pas un statut à part entière, c'est une qualité qui peut s'adapter à tout type de statut d'entreprise. Donc ça, c'est déjà assez intéressant parce qu'on peut être une mutuelle, on peut être une école, on peut être une entreprise classique, une start-up, une ESA, une SARL, une SA cotée, une SA familiale et adopter cette qualité. Et il y a cette notion de double contrôle qui n'existe nulle part, qui est à la fois rendue possible par la nouvelle gouvernance de la mission, qui est le comité de mission, hein, qui est donc obligatoire pour avoir cette qualité de société à mission, qui est la première fois où finalement on va avoir une gouvernance 100% adressée à la mission et qui, on le voit au travers les sociétés qui adoptent la qualité de société à mission, c'est une opportunité pour faire rentrer les parties prenantes dans la gouvernance de l'entreprise. Et la deuxième chose, c'est qu'on se soumet à un organisme tiers indépendant qui va venir auditer une démarche qui est à chaque fois singulière, différente. Donc, les OTI vont venir auditer en s'appuyant sur les référentiels développés par les entreprises, en regardant si oui ou non ces objectifs de mission sont bien traduits opérationnellement, s'il y a des moyens qui y sont mis, quels sont les résultats atteints. Et ça, c'est donc extrêmement innovant. Et pour moi, ça peut constituer la base d'un capitalisme à l'européenne qui se différencierait du capitalisme chinois et américain et qui très, très ancré finalement sur les valeurs qui nous sont chères en Europe et sur lesquelles on a plus probablement d'attention que les autres. Et qui sont ces OTI? Ce sont des sociétés spécialisées qui sont en train de se créer? Ce sont des professionnels? Alors, il y en a beaucoup qui sont des OTI, des PEF, qui déjà se positionnent sur l'audit des sociétés à mission. Donc, on voit tous ces acteurs qui sont des commissaires aux comptes ou qui sont des conseils aujourd'hui qui se positionnent sur ce marché. Il faut être accrédité par la COFRAC pour devenir un OTI de mission. Donc, c'est en cours. Et la communauté des entreprises à mission, et d'ailleurs, lance là une formation pour les OTI parce que c'est un audit très spécifique qui n'est pas un audit de RSE classique ou de performance extra-financière parce qu'on ne s'appuie pas sur un référentiel existant et un peu standard, on va dire, mais l'OTI va devoir s'appuyer sur les travaux du comité de mission, sur son rapport, sur le référentiel qu'a construit l'entreprise, qui sont donc des indicateurs, des actions, des renoncements parfois aussi, qui viennent montrer l'engagement de l'entreprise à réaliser ses objectifs de mission. Donc, si je vous comprends bien, c'est pour la vie. Il y a une sorte, entre guillemets, de pression permanente, de créativité, d'innovation, d'action, de mise en place de ces actions et de vérification et de mesure de ces actions. Oui, quand on passe société à mission, on brûle ses vaisseaux. Donc, il n'y a pas de marche arrière. Et donc, on s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue. Les objectifs de mission sont traduits en feuille de route, en plan d'action, en indicateurs, qui sont suivis par les équipes opérationnelles, par les comités exécutifs d'entreprise, par le conseil d'administration, mais qui sont également regardés chaque année et analysés par le comité de mission, qui va faire un certain nombre de recommandations dans son rapport pour améliorer les choses, pour aller plus loin, qui seront également audités par l'OTI, qui lui aussi va faire un certain nombre de recommandations. Et ça va créer une boucle d'amélioration continue parce que l'année qui suivra, on va mettre à jour un certain nombre d'actions, on va aller plus loin sur un certain nombre de choses, on va prendre en considération les recommandations des audits et du rapport de mission, du comité de mission. Et donc, on s'inscrit véritablement dans une démarche de long terme et d'amélioration continue. Nous, chez Camif, on a fait un plan d'action qu'on a décliné sur chacun des objectifs de mission avec des indicateurs, des actions clés, des renoncements et des objectifs
Alors, nous, on a calé nos objectifs sur 2025. Il ne faut pas non plus que ce soit trop loin parce que sinon, c'est… Et ces objectifs nous mettent dans une dynamique, effectivement, vous l'avez dit, d'innover, d'aller plus loin, de renforcer notre différenciation et du coup, de renforcer notre performance. Et comment on intègre cela dans la stratégie? Parce que il ne faut pas que ça devienne une sorte de troisième pouvoir ou de troisième voie ou avec une hiérarchie parallèle. Comment on peut gérer et intégrer tout cela? Vous avez raison, en fait, la mission devient l'outil stratégique du dirigeant. Et c'est ça qui est très intéressant parce que contrairement à la RSE, la mission, c'est vraiment au cœur du modèle. C'est au cœur du modèle de l'entreprise. Et on sait qu'en s'attachant à poursuivre une mission, des objectifs de mission qu'on a définis soi-même, c'est une démarche volontaire, donc on a défini des indicateurs et des champs d'action où on pense que l'entreprise peut agir, peut avoir de l'impact. Et en poursuivant ces objectifs, alors on va générer du profit, plus de profit pour l'entreprise parce que ça va se traduire en une performance à un moment donné. Donc oui, c'est la boussole et en même temps, c'est l'outil stratégique du dirigeant. Ça devient un levier pour attirer des jeunes talents. Donc, ça devient aussi un levier d'engagement à l'intérieur de l'entreprise. Les collaborateurs comprennent, une fois que la mission est claire, elle éclaire chacun en fait dans ses décisions au quotidien. Elle fait sens. C'est on l'a dit, un levier d'innovation. Ça permet d'attirer des clients, de retenir davantage de clients, de fidéliser davantage ses clients. Donc, inévitablement, ça se traduit dans une valeur économique. Donc, ce n'est pas quelque chose d'à côté ou d'à part, c'est quelque chose qui est vraiment au cœur du projet de l'entreprise. D'accord. Alors, on voit bien les avantages, on a abordé déjà quelques inconvénients. Quels seraient leurs, on va dire, peut-être pas inconvénients parce qu'on découvre ce nouveau modèle, quelle serait la principale contrainte et limite ou l'élément de mise en garde pour toute entreprise qui souhaiterait se lancer dans ce domaine? Alors d'abord, la principale, finalement, c'est le temps. D'abord, c'est une démarche et un chemin qui prend du temps et qui mérite d'ailleurs qu'on prenne du temps pour réinterroger dans le passé la raison de pourquoi l'entreprise a été créée, réinterroger l'ensemble des parties prenantes sur pourquoi le projet existe, à quoi il sert, à quoi on contribue, pour également clarifier la vision qu'on porte. Et donc, prendre ce temps me semble absolument indispensable. Alors, évidemment, il faut avoir le temps. Nous, on a mis 3 ans pour sortir notre mission, c'est-à-dire une raison d'être qui tient en 2 phrases. Vous voyez, c'est pas très efficace chez Camif, mais on a interrogé énormément de nos parties prenantes et ça a été très riche. Notre mission, on l'a inscrite dans nos statuts en 2017, proposer des produits et des services dans la maison au bénéfice de l'homme et de la planète et mobiliser tout notre écosystème pour imaginer les nouveaux modèles de consommation, de production, d'organisation. Et on l'a décliné en 5 objectifs de mission. Là aussi, ça nous a pris du temps. Et ensuite, ça nous a encore pris du temps de décliner ces objectifs de mission en objectifs opérationnels, donc dans une feuille de route avec des plans d'action et des indicateurs. Donc, c'est le temps, la dimension la plus difficile, c'est celle-là. Ensuite, c'est toujours le temps, mais l'arbitrage qu'il faut opérer parfois entre l'exigence du court terme et celle du long terme. Moi, j'ai changé de lunettes l'année dernière, je suis passé à des verres progressifs, donc je vois très bien mon EBITDA à 3 mois, mais je vois aussi très bien ma performance sur le long terme et ma triple performance d'ailleurs, ma performance sociale, environnementale et économique. Et donc, il faut avoir cette capacité d'avoir la vue plus longue, parce que si on ne s'en tient qu'au court terme et si on est toujours soumis à une dictature du court terme, on ne peut pas opérer les transformations profondes dans le modèle de l'entreprise, dans ses pratiques qui sont nécessaires pour être alignés par rapport aux objectifs de mission qu'on se fixe. Parfois, on a le sentiment qu'il y a des injonctions contradictoires justement entre ce court terme et le long terme. Quand on a décidé en 2017 chez Camif de boycotter le Black Friday, donc de fermer notre site pour le meilleur jour du e-commerce de l'année, c'était mettre les pieds dans le plat d'injonctions contradictoires. Ça n'a pas été bon pour le chiffre d'affaires de l'entreprise en 2017. Ma fierté, c'est que 3 ans plus tard, le débat de la surconsommation et de la consommation responsable, il est vraiment devenu majeur. L'année dernière, il y a eu 1000 sites e-commerce qui ont boycotté le Black Friday et ça ne nous a pas empêché l'année dernière de faire 44% de croissance. Donc, quelque part, sur le très court terme, si on avait vu l'opération que comme ça n'aurait pas été la bonne décision à prendre, sauf que c'était complètement aligné avec notre premier objectif de mission,
qui est d'informer, de sensibiliser sur la consommation responsable. Donc, finalement, avec le recul et avec le temps long, on peut dire aujourd'hui que les renoncements d'aujourd'hui sont les profits de demain. Vous avez utilisé les deux termes, mission et raison d'être. C'est la même chose, les deux sont complémentaires. Il y en a un qui est avant l'autre. Non, c'est pas tout à fait la même chose. Pour moi, la mission, c'est à la fois la raison d'être, mais aussi les objectifs de mission. Donc, c'est les deux. La mission, c'est la société à mission. D'ailleurs, c'est ça, hein, c'est ça qui distingue la société à mission des entreprises qui s'arrêtent à la raison d'être. C'est qu'une société à mission, elle s'est dotée d'une raison d'être. Nous, notre raison d'être, c'est celle que je vous ai évoquée qui tient en 2 phrases. Et elle est complétée des objectifs de mission. Nous, on en a 5. Et c'est ça qui forme la mission de l'entreprise. Est-ce que ça va conduire à de nouveaux métiers ? Oui, on voit émerger dans les entreprises qui adoptent cette qualité le métier de manager de la mission, qui s'assure que la mission, elle découle bien dans tous les métiers, dans tous les pôles métiers de l'entreprise, que chacun comprend comment il peut contribuer aux objectifs de mission. Et c'est un poste qui est assez différent d'un poste de responsable RSE, par exemple, parce qu'il y a aussi beaucoup d'entreprises qui avaient commencé par une démarche RSE, qui est une démarche plus 360, où on va un peu se conformer à un certain nombre de bonnes pratiques et de normes. Là, avec la mission, on va vraiment travailler sur des objectifs singuliers à l'entreprise qui sont moins nombreux, plus concentrés et où on va avoir beaucoup plus d'impact. Pour donner un exemple, voilà, ma responsable RSE, on n'en a plus aujourd'hui, hein, mais ma responsable RSE en 2015 ou 2016, on regardait la consommation d'électricité, d'eau, etc. Mais ce n'est pas comme ça que Camille va changer le monde. Ce qui va vraiment changer le monde, c'est ce sur quoi on peut avoir de l'impact. Et ce sur quoi on va avoir de l'impact, c'est nos objectifs de mission qui tournent autour de la consommation responsable, qui tournent autour de l'économie circulaire, qui tournent autour de dynamiser l'emploi sur les territoires, favoriser l'insertion. Et ça, par contre, on s'assure que, et c'est un des rôles de manager de mission, que chacun a bien saisi comment on pouvait maximiser l'impact sur nos objectifs de mission. Donc oui, le manager de mission, c'est un nouveau métier. Il y a un nouveau métier aussi, c'est celui de participer à ces comités de mission. On voit qu'aujourd'hui, beaucoup de comités de mission intègrent les parties prenantes. Alors, on a des entreprises, on le voit dans les 166 sociétés à mission qu'on observe dans la communauté, qui profitent de ce comité de mission pour intégrer leurs parties prenantes. Donc, on y trouve des clients, on y trouve des fournisseurs, on y trouve des actionnaires, on y trouve des collaborateurs. Et donc là, ça mérite aussi qu'on forme ces nouveaux administrateurs de la mission à bien comprendre le modèle et à bien pouvoir prendre le recul et faire les recommandations parce qu'en fait, ça va venir vraiment nourrir et enrichir le projet de l'entreprise. Toujours dans la transformation, est-ce que l'ensemble des collaborateurs va devoir avoir cette compétence société à mission et comment on peut la matérialiser et l'enseigner, la certifier ? Alors, non, l'ensemble des collaborateurs n'a pas forcément besoin de la compétence société à mission. Ils ont juste besoin d'avoir la bonne information sur comment ils peuvent contribuer, eux, à leur niveau, qu'on soit au service informatique chez Camif ou qu'on soit à l'offre, au produit ou au marketing, en quoi on peut contribuer à la mission dont s'est dotée l'entreprise. Donc, nous, on en parle énormément. On a notre point du mardi, chaque mardi qu'on fait avec toute l'entreprise. On parle régulièrement de la mission, des objectifs de mission ou d'actions qui sont en lien avec la mission de l'entreprise. Donc, c'est vraiment un sujet qui est partagé dans toute l'entreprise et ça, c'est quand même extrêmement important parce qu'il faut bien se le dire. Ceux qui vont transformer l'entreprise, c'est les collaborateurs. Donc, à eux d'adhérer évidemment au projet. Nous, je vais vous donner un exemple, on a changé de métier. On est en train de passer de métier de distributeur où nos chefs de produits jouaient un rôle de sélectionneur en fait. Ils faisaient un travail où ils sélectionnaient les produits sur les critères de qualité, de local, de durable auprès de fournisseurs existants avec lesquels on travaille, à un rôle d'éditeur où nos chefs de produits sont en train de passer à un nouveau métier, apprendre un nouveau métier, celui de chef de projet, où on fait travailler ensemble des designers, des experts d'économie circulaire, des fabricants français. Et ça change complètement tout. Et évidemment, pour qu'on change de métier, il faut qu'on adhère et qu'on comprenne le sens de pourquoi on doit changer de métier et qu'on comprenne l'intérêt. Et en fait, ça doit être évidemment partagé avec les équipes. Je suppose donc que c'est la prochaine étape, c'est de continuer cette transformation ?
En fait, la transformation, elle ne s'arrête jamais et on peut toujours être meilleur, on peut toujours faire mieux. Finalement, on pense souvent qu'en ayant adopté cette qualité de société à mission, on est arrivé un peu au bout du chemin, mais en fait, le chemin ne fait que démarrer à ce moment-là. Et après, il y a évidemment le rendre opérationnaliser tout ça et rendre compte, parce que rendre compte, c'est aussi une des vertus de la société à mission, c'est qu'elle rend transparent finalement les objectifs et la contribution de l'entreprise à ces objectifs sociaux environnementaux dont elle se dote. Merci. Alors, le rituel quand j'ai les interviews, c'est que la dernière question, c'est l'invité qui la pose. Alors, quelle est la question que vous aimeriez me poser? Alors, Jean-François, moi, j'aimerais vous poser la question de finalement, la Grenoble École de Management a adopté cette qualité de société à mission. Qu'est-ce que ça change? Allez, tout et rien. Rien, je vais commencer par rien, parce que on a déjà beaucoup d'engagements qui ont évolué et qui ont pris de l'épaisseur au fil des années, avec des causes, de la diversité des populations, enfin, une réflexion sur quel doit être le rôle d'une business school et sa place dans l'écosystème. Et tout parce que, en fait, eh ben, ça va nous permettre d'aller plus loin. Je fais moi souvent le parallèle entre société à mission et le rôle qu'ont joué les accréditations internationales. Et d'ailleurs, vous avez utilisé la bonne expression, c'est une amélioration continue. Hein, et je vous ai même posé la question. C'est-à-dire que, oui, c'est bien parce que il faut qu'on dise ce qu'on va faire et qu'on prouve ce qu'on va faire. Et il y a en permanence, c'est pas une note en disant bon bah ouf c'est bon cette fois-ci vous avez eu 10, 0, 1, vous avez eu chaud, c'est bon. Non, c'est en permanence. Il y a ce système, alors vertueux, je l'espère, de nous pousser à aller beaucoup plus loin et de le matérialiser, de le diffuser également et de se dire, eh ben, on ne va pas relâcher la pression. Voilà, donc c'est pour ça qu'on l'a adopté, mais encore une fois, et vous évoquiez l'aspect long terme, oui, parce que il ne faut pas que ça soit du greenwashing, il ne faut pas que ça soit de l'opportunité, c'est une longue réflexion, des actions qui se matérialisent, qui se transforment, et on en arrive là, et de se dire, bah oui, finalement, on va être poussé en permanence, et avec derrière, là aussi, si je continue le parallèle avec les accréditations internationales, de la transparence, alors non pas qu'on n'en avait pas jusqu'avant, mais une transparence, une communication qui permet de bien se positionner, et puis une implication de l'ensemble des parties prenantes, puisque si on devait faire la comparaison entre une business school et la CAMIF, on a un nombre de parties prenantes qui est un peu plus important ou un peu plus élargi que vous, et donc de dire, voilà, à ce moment-là, on peut expliquer donc ce qu'il en est. Voilà, donc formidable. Tout notre choix, encore une fois, qui était la suite logique normale de ce que nous avons fait. Si j'en reviens aux accréditations, les grandes accréditations internationales réfléchissent également à cette notion d'impact, et de se dire, oui, on va bien plus que l'aspect purement business, en quoi on contribue à l'amélioration de la société. Eh bien, bravo pour toute cette cohérence et ce beau chemin que vous avez parcouru. Merci à vous et puis à très très bientôt. Je vais arrêter l'enregistrement.